En fait, je me le pardonne pas moi-même. Le choix d'avoir été vaccinée et les conséquences que ça a sur la vie de ma fille. À l'âge de 32 ans, je vis dans un corps de 80 ans. Le seul héritage que je vais lui apporter, c'est la maladie. Je prépare tout ce qu'il faut au cas où, pour ma fille en tout cas. J'ai pas le choix. Avant la deuxième dose de vaccin liée au Covid, j'étais une femme de 31 ans, hyperactive, maman d'une petite fille. J'avais aucun antécédent médicaux, j'avais un suivi parfait chez un gynéco comme toutes les femmes de mon âge. Et en juillet 2021, donc, j'ai fait le rappel de ce vaccin Covid et j'ai vraiment eu des sensations qui étaient différentes de la première vaccination que j'ai effectuée en mai, où là j'ai vraiment eu un goût métallique dans la bouche, une fièvre qui a perduré pendant plusieurs jours. Je suis toujours fatiguée, je fais des malaises, donc à chaque fois je mettais ça sur le... Ouais, bon, peut-être que j'ai poussé un peu trop. Je me reposais, mais j'y arrivais pas parce que je souffrais trop. Et la récupération, elle se faisait pas. Je me réveillais, j'étais parfois plus fatiguée que la veille. Donc il y avait quelque chose qui était pas normal, quoi. Alors que moi, je pouvais sprinter partout sans m'essouffler. C'est moi qui fatiguais tout le monde dans mon entourage avant. Et arrivé à ce soir-là, fin août, où vraiment je me suis sentie me dégrader complètement. J'étais en pyélonéphrite aiguë, mais je sentais mon corps littéralement se décomposer, quoi. C'est une infection rénale très importante qui peut perforer le rein et qui peut généraliser une septicémie. En fait, vous pouvez décéder d'une pyélonéphrite. Mon médecin va m'arrêter et je vais être en arrêt maladie jusqu'à début septembre. Et donc, quelques jours après ma reprise à la Cour d'appel de Paris, je fais un malaise sans savoir pourquoi. Le médecin de la Cour d'appel de Paris, c'est un médecin qui a vraiment pris le temps de m'ausculter. Il me dit « Écoutez, ça va pas, madame, votre cœur, moi j'entends qu'il y a une forte arythmie. Je vais faire un courrier à votre médecin de famille et il faut qu'elle vous oriente vers un cardiologue. » C'est limite, je me suis pas dit, elle exagère en fait. Que mes nuits, là, c'était quasiment plus possible de dormir. Là, je commençais à saturer au point que je rappelle mon médecin et je lui dis là, sincèrement, il faut faire quelque chose. Et là, l'écho chez un angiologue, ouais, ça a été un choc pour moi parce que on me dit que j'ai des incontinences. Alors au départ, pour moi, le mot incontinence, je comprends, mais je comprends pas qu'est-ce que ça a à voir avec mes jambes. Et là, en fait, je comprends que mes veines profondes avaient lâché. Ça veut dire que le circuit ne fonctionnait plus, quoi. Ça, normalement, c'est pas avant 70, 80 ans. Après les veines profondes d'opérer, déjà, je pouvais plus marcher. J'étais sous anticoagulant pendant 1 mois x 2, puisqu'on m'a fait une jambe par une jambe. Pour chaque opération, j'ai eu 4 semaines en tout où j'avais juste des toilettes en fait. Je n'étais pas lavée. Je l'ai très mal vécu. C'était une humiliation pour moi en fait. Et donc là, mon médecin de famille, après les opérations des veines profondes, elle me demande d'aller voir un cardiologue pour faire un Holter. Donc c'est une machine qui lit la fréquence cardiaque pendant 2 jours. Et je vais voir le cardiologue début décembre. Il sourit en me disant oui, à votre âge. Ça va bien se passer, voilà. Donc moi je pars franchement confiante, je ramène son appareil, il me le débranche et là je vois que sa tête elle se décompose, vraiment. La lecture de votre cœur elle est quand même assez impressionnante. J'y commence ça, il dit vous avez 19 000 extrasystoles ventriculaires. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc il me dit normalement la moyenne c'est entre 200 et 400, voilà, arythmie. Ça c'est la norme pour tout le monde. Il dit par contre, quand une personne elle commence à avoir plus de 3000, il dit là, c'est médicaments envisagés d'office. Je dis d'accord, ok, donc 3000. Il dit quand ça dépasse les 10 000, là, on envisage une opération. Et là, vous êtes à 19 000. Il dit donc, je vais vous mettre un médicament. Et avec du recul, je me dis, mais il m'a posé tout de suite un traitement sans savoir pourquoi. En fait, lui, il m'a fait subir des faux diagnostics. Il m'a fait accepter une opération qui allait me servir à rien et il m'a empoisonné en fait avec des médicaments. Le premier traitement qu'il m'a prescrit, il m'a accentué des formes de malaise et des fourmillements en fait. Enfin, c'est comme si j'étais enfourmillée de la tête aux pieds. Il a rajouté de la souffrance gratuitement sur mon état général. Et donc là, c'est à ce moment-là que ce cardiologue, il m'a envoyé vers un rythmologue, parce que c'est un rythmologue qui opère du cœur. Le rythmologue il me dit attendez, il n'y a pas eu d'IRM et tout ça de fait. Je dis non.
je vais vous faire un IRM cardiaque. Et sorti de la machine, on me dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez eu le Covid? Vous avez eu quelque chose récemment? Je dis, bah écoutez, non. Moi, je suis fonctionnaire d'État, j'ai mes PCR, j'ai une charte, donc en face de mon travail, on a des PCR régulièrement à l'Hôtel Dieu. Je respecte le confinement et je dis, et en plus, je suis vaccinée. Il me dit, ça fait depuis quand que vous n'êtes pas bien? Vous avez mal au cœur? Je dis, bah, ça fait depuis facile début août, de mes premiers souvenirs où vraiment c'était intense. Il me dit, bah, écoutez, est-ce que vous avez eu d'autres symptômes, d'autres problèmes que le cœur? Et donc là, je remonte tout et je lui explique. Et là, il me dit, vous cherchez pas plus loin en fait. Vous êtes victime des fins désirables de la vaccination. Qu'est-ce que j'avais vraiment? J'avais pas du tout de maladie électrique isolée, j'avais une myocardite. Donc c'est une infection du muscle gauche du cœur. Une infection qui est tellement prenante que le muscle, en fait, il est gorgé de lésions et en fait, il contracte plus correctement. Donc il pompe plus, en fait, il ralentit ou d'un coup il va accélérer, enfin il bug. La myocardite, elle peut aller jusqu'au décès de la personne. Elle n'est pas bénigne comme certains médecins le disent en fait. J'aurais pu mourir en fait. Et je suis toujours pas sortie d'affaire. Donc oui, je suis sortie, j'ai craqué. Là pour le coup, j'avais beau être forte, tout ce que vous voulez. Je suis restée souriante, patiente, à l'écoute quand il m'a tout balancé pendant un quart d'heure. Et ça résonnait dans ma tête. Et quand je suis sortie, c'était craquage général, quoi. Quand il me fait le lien avec le vaccin, je me dis que c'est logique, que tout est logique, puisque après ma deuxième injection, j'ai pas réussi à récupérer. Tout mon corps s'est modifié. Vraiment, il m'a sorti une vérité qui m'a mis une claque en fait. Pour que lui soit formel dans ses propos quand on en a discuté naturellement au moment de l'IRM, il m'a posé des questions simples. Déjà la première c'est est-ce que j'avais des antécédents médicaux? Est-ce que j'avais des problèmes de maladies génétiques? J'ai zéro problème de santé. Dans ma famille il n'y a aucun antécédent. Ensuite sur le plan biologique, tous mes bilans biologiques avant cette vaccination, et j'en ai, puisque j'ai toujours eu un suivi, ils sont RAS. Les 2 premiers jours qu'on suivi ce diagnostic d'une personne qui est un grand médecin, c'est pas n'importe quel institut, il était scandalisé et en même temps il me disait que malheureusement c'était que le début, qu'il fallait vraiment que je me fasse suivre correctement parce que la myocardite c'était pas anodin, qu'il pouvait y avoir des évolutions, qu'il pouvait pas savoir si c'était le début, le milieu... et comment ça allait dégénérer. Donc j'ai eu 2 jours où vraiment j'ai pensé à tout. J'ai eu la colère, je me suis dit n'appelle pas le premier cardiologue parce que tu vas être méchante. J'ai eu la phase qu'est-ce que je dois faire pour ma fille? Est-ce que je dois penser à la sécuriser? J'ai pensé à appeler mon notaire. Voilà, on a envie de sécuriser son enfant s'il se passe quelque chose. J'ai pas créé un minimum de confort pour elle, un avenir. J'ai pas pris un crédit immobilier pour elle plus tard. Le seul héritage que je vais lui apporter, c'est la maladie. De m'excuser tous les jours de ne plus pouvoir la porter, de ne plus pouvoir faire des activités avec elle, de ne plus pouvoir voyager, d'avoir des difficultés financières à cause de ça. Déjà, pour moi, c'est un fardeau que je ne m'excuse pas parce que je lui devais un minimum. Je suis une mère jeune et j'ai choisi d'avoir cet enfant jeune. Et je me retrouve dans un corps qui a l'équivalence l'énergie d'un papy, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas bien vis-à-vis de ce que je lui apporte au quotidien, même si c'est une petite fille souriante, qui aime la vie, qui accepte les choses, qui essaye avec ses petits doigts de petite fille de 7 ans de m'aider. J'accepte pas cette situation au niveau de ma fille et je l'accepterai jamais parce que je souffre constamment en fait. Donc je pense, oui, je pense que je prépare, je prépare en tout cas je prépare tout ce qu'il faut au cas où pour ma fille. En tout cas, j'ai pas le choix. Mais ça, je me le pardonne pas en fait. C'est compliqué. J'ai toujours été quelqu'un de sérieux et d'organisé, de prévoyant. Et c'est une balle dans le pied en fait. Je me le pardonne pas moi-même. Le choix d'avoir été vaccinée et les conséquences que ça a sur la vie de ma fille, ça je me le pardonnerai pas. Quand le gouvernement nous a
proposer la vaccination comme une porte de sortie, comme un retour à la normale, c'est la porte des enfers qui m'ont ouvert en fait. C'est pas du tout la vérité. Il y a une pétition citoyenne à l'initiative des citoyens qui a ouvert une enquête parlementaire au sein du Sénat qui table aujourd'hui. C'est quand même grave de se dire que c'est nous, citoyens, qui faisons avancer les choses et qui informons nos prochains, alors que pour moi, que ce soit en tant que personne moralement ou que ce soit en tant que personne qui a été dans une fonction qui nous demande de prêter serment, j'estime que c'est d'une non-assistance à personne en danger. Qu'aujourd'hui, si je me tais, c'est comme si je laissais mon voisin se faire vacciner sans qu'il s'informe réellement des risques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement est dans une espèce de censure et qui crée ce risque, en fait, qui crée il crée ces maladies. Puisqu'ils savent, ils ont connaissance des chiffres erronés, ils ont quand même un listing. En ne diffusant rien, c'est du non-assistance à personne en danger. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter aujourd'hui. Quand je suis sortie de l'Institut cardiovasculaire, j'ai commencé à me documenter, à m'informer. Ça a été beaucoup d'informations, mais il fallait que je fasse vite et que ça me concernait, en fait. Je tombais de haut. Vous avez l'ensemble des problèmes liés aux effets indésirables. Et bien évidemment, sur l'aspect rénal, ça existe. L'aspect vasculaire, il existe. L'aspect cardiaque, il existe. La myocardite, elle est même en caractère gras parce que ça, c'est reconnu depuis le début de la vaccination. Et bien évidemment, on n'en entend pas parler, il n'y a pas de prévention à cet effet. Donc, ouais, c'est un peu malaisant. On vit dans une société où on nous informe sur tout et n'importe quoi, mais là, ça concerne la santé. On nous injecte un produit qui vient de sortir de je ne sais où. On nous expérimente comme des animaux et on nous informe pas des éventuels risques. C'est grave parce que même mon propre médecin était dans le déni. Ça veut dire que même elle, qui était bienveillante vis-à-vis de ma santé et de celle de ma fille depuis sa naissance, elle était sous le choc elle aussi. Donc il y a un manque d'information, même entre les mains du corps médical, et c'est grave en fait. C'est tellement grave que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai créé un comité, j'ai mis mon nom, mon prénom, alors que avant tout ça, dans ma vie normale, j'étais quelqu'un de discrète, j'étais rarement sur les réseaux sociaux. Mon dossier, il doit être non seulement public, il doit créer l'information qu'aujourd'hui, il existe telle et telle chose, et je vais expliquer toutes les démarches. Et je vais me rapprocher de cette enquête parlementaire parce qu'elle existe et parce qu'il y a énormément de failles. Ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe réellement pour une personne qui le vit. En l'absence de suivi pour des personnes qui ont vraiment des comorbidités, en l'absence de réels problèmes de santé, il est hors de question que la population aujourd'hui se fasse vacciner sans avoir les informations que je souhaite apporter. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais qu'on n'oblige pas les enfants. Mon comité, il aide aussi à informer d'un protocole dont je bénéficie depuis quelques semaines maintenant, qui s'appelle le protocole Casper. Il est là pour centraliser les personnes malades, alors soit à la suite d'un Covid long ou soit à la suite d'effets indésirables post-vaccination liés au Covid. Et c'est un protocole qui va aider, centraliser et soigner la personne. Il y a aussi l'aide psychologique pour les personnes qui en ont besoin, mais il y a aussi une réhabilitation avec des médecins de sport et bien évidemment des spécialisations telles que cardiologue spécifique, neurologue spécifique en la matière dans la recherche du Covid long et dans la recherche des effets indésirables post-Covid. C'est vraiment l'endroit le plus opportun pour un malade, une victime d'effets indésirables. Quand dépassé les 3 mois, elle s'en sort toujours pas. 8 mois après mes premiers symptômes, aujourd'hui, je vis pas normalement. Je vis avec des personnes qui me surveillent. Donc les parents de mon ami quand il est pas là, ou mon ami qui est soit présent chez moi, ou s'il part, du coup je suis obligée d'aller chez ses parents qui ont quand même 70 ans, donc c'est un peu le monde à l'envers pour surveiller ma fille. Aujourd'hui, j'ai l'interdiction de conduire. Si je souhaite un jour me détendre dans une piscine, j'ai l'interdiction d'y aller seule parce
parce que je risque de me noyer avec les malaises que je fais. Aujourd'hui, je vis avec des nuits qui sont relativement fractionnées, parce que je vais avoir des pics de douleur dans la poitrine, des douleurs qui sont centrées un peu partout dans mon corps. Psychologiquement, c'est compliqué parce qu'il y a cette espèce de handicap que j'ai jamais eu. J'ai jamais été assistée de ma vie, j'ai toujours été active. Aujourd'hui, j'ai cette espèce de handicap, de surveillance constamment et ouais, c'est compliqué. Je souhaiterais déjà espérer retrouver ne serait-ce que la moitié de mes capacités. Enfin, il va falloir beaucoup de temps et j'y suis préparée mentalement, reprendre mes projets professionnels, reprendre la préparation de mon concours et si possible retrouver une vie normale mais avec des parenthèses parce que je suis totalement consciente que le chemin va être long.